Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Se peut-il que des êtres vivants dans d'autres mondes, sous d'autres cieux, préparent en secret des programmes spatiaux? Se peut-il que ces mêmes programmes spatiaux soient préparés en collaboration avec des terriens? L'existence d'une agence spatiale secrète peut-elle être envisagée? Sur le papier, comme ça, cela pourrait être un bon scénario de film de science-fiction. Pourtant, il existe des personnalités très suivies sur les réseaux sociaux qui en sont certains et certaines. C'est ici tout l'objet de cette émission. Confédération Galactique, programme spatiaux secrets, c'est inédit avec Elena Danaan et Chris Esson. Bienvenue dans Face au Mystère. Bonjour Elena. Bonjour, merci de votre invitation. C'est un vrai plaisir de vous avoir, tout comme Chris Esson. Bonjour Chris. Bonjour Bob. C'est pas la première fois qu'on se parle, donc on est ravis de vous accueillir tous les deux pour évoquer ces programmes spatiaux secrets. Effectivement, ils interpellent, ils font beaucoup parler parce qu'en fait, il y a un événement qui va arriver prochainement, c'est celui-ci, Rencontre Galactique. Ce sera au mois de juillet, 21 et 22 juillet 2023. Alors quand vous avez posté cet événement, ça a fait beaucoup parler. Elena, on va bien évidemment aujourd'hui essayer d'en savoir plus sur cette Confédération Galactique et ses programmes spatiaux secrets. Déjà, comment pouvez-vous, valider la réalité d'une Confédération Galactique? C'est en fait tout ce que vont vous opposer les sceptiques en disant tout cela. Alors déjà, on a les extraterrestres, c'est difficile à accepter. Bon, les ovnis, ça commence à être accepté, mais que ce soit une réalité extraterrestre, c'est encore autre chose. Comment vous arrivez à valider cette réalité, Elena? Eh bien, je ne suis pas la première, en fait, à parler, à mentionner cette fédération ou confédération galactique. La première personne à avoir officiellement mentionné la fédération galactique était Jacques Vallée. Il l'a mentionné à William Tompkins et c'est dans son livre sélectionné par des extraterrestres. Il y a eu aussi bien avant cela les accords en 1954 avec l'administration Eisenhower et une fédération galactique. Il y a aussi des traces de documents. Et puis au fil des années, nous avons eu plusieurs autres corroborations, notamment le général Haïm Eshed qui a officiellement parlé de cette confédération galactique. Eh bien, pour ma part, j'ai eu des contacts également personnels avec certaines personnes de cette Fédération Galactique des Mondes, pas de lumière, cela n'existe pas, Fédération Galactique des Mondes ou des planètes, parce que certains personnels de cette fédération m'ont sauvé lorsque j'étais enfant et j'étais dans une situation... j'ai été en fait abductée par des gris. Donc ces gens-là m'ont sauvée, j'ai gardé contact avec eux. Donc pour moi, c'est une réalité physique. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été abducté? Est-ce qu'il y a un programme particulier? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille? On dit souvent qu'il y a une lignée de gens contactés. Est-ce que vous avez pris conscience de ça? Est-ce que vous avez pu faire des recherches et savoir pourquoi c'est tombé sur vous? Eh bien, en fait, cela tombe sur des millions de personnes chaque année et certains s'en souviennent, certains ne s'en souviennent pas. Il y a des programmes d'hybridisation avec ces gris dans le but de procréer des hybrides. Il y a certains agendas qui sont discutables, il y a plusieurs théories. J'ai été l'une de ces petites filles dans les millions qui sont enlevés chaque année. Et c'est comme ça que cela m'est arrivé. Chris, comment on peut avoir cette réalité aussi? Pareil, parce que vous n'avez pas été contacté, vous êtes chercheur, vous êtes scientifique au départ, et puis tout d'un coup, ça vous tombe dessus, et vous vous dites, il y a quelque chose qui est bizarre et qui est étrange. Et vous commencez à tirer finalement le bas de laine, c'est comme ça que ça se passe. Et vous en êtes arrivé à la conclusion, comment, de cette réalité Confédération Galactique? Alors, déjà, la réalité du phénomène OVNI ou de la présence extraterrestre, donc, le rapport Cometa soulevait la question dès 1999 sur l'hypothèse extraterrestre. Après, 10 ans après,
le rapport, il y a une commission très sérieuse, hein, c'est la commission Sigma, de l'Association aéronautique astronautique de France, la 3AF, qui a sorti un rapport préliminaire en 2010 qui disait que l'hypothèse dont la conclusion du rapport Cometa 10 ans plus tard ne pouvait pas être remise en cause, donc l'hypothèse extraterrestre était l'hypothèse la meilleure, et la 3AF a ressorti un rapport en 2021, la conclusion est claire, des engins utilisant une physique finalement inconnue traversent le ciel. Bon, donc de toute façon, la réalité extraterrestre, donc, pour moi, je ne me pose plus la question. Et à partir du moment où au moins une race est capable de venir jusqu'à nous, eh bien, de toute façon, il n'y a aucune raison que ce soit une et une seule. C'est en théorie une multitude de races qui finalement sont capables de venir. Et après, pour moi, c'est la logique même que ces races intelligentes soit se regroupent, des accords entre elles, etc., voire même des conflits. Donc, de toute façon, c'est dans le monde ufologique, il n'y a vraiment pas que Elena Danaan qui raconte ça. Il y a une guerre cosmique, en fait, entre ces différentes races. Oui, mais ça, c'est Et donc, cette fédération, la notion de fédération galactique, c'est la logique même. Oui, mais c'est ce qu'on vous oppose, c'est qu'en fait, vous faites le raccourci entre l'OVNI, l'objet volant non identifié, et l'extraterrestre qui est à l'intérieur. Moi, j'aimerais bien comprendre. À partir du moment où un ufologue s'intéresse au sujet, et j'espère qu'ils arrivent à la conclusion que le phénomène est réel, c'est quoi leur problème de refuser de passer à la question suivante? La question suivante, c'est une fois qu'on a dit oui, on est visité, c'est les autres questions qui sont intéressantes. C'est qui sont-ils, que veulent-ils, d'où viennent-ils, comment font-ils, et puis combien sont-ils ou combien de races. Donc je ne comprends pas finalement cette résistance du milieu ufologique à se poser les vraies questions. Finalement, la question, ça fait quand même 80 ans, depuis 42 qu'on se la pose, ou que moi, le gouvernement américain a les réponses depuis 42. Et donc, pourquoi le milieu ufologique, français surtout, est aussi réticent à passer à la question suivante? Moi, il y a une décision à prendre. C'est oui, c'est non, mais c'est pas peut-être. On assume et on passe aux questions suivantes. Mais est-ce que c'est pas peut-être compliqué pour la sphère grand public, je veux dire grand public, peut-être de passer déjà de l'OVNI à l'extraterrestre sans avoir véritablement la certitude absolue que ces engins volants non identifiés viennent d'ailleurs, parce que moi je reçois beaucoup de spécialistes ici, vous êtes peut-être d'accord avec moi ou pas, mais qui disent que c'est peut-être des gens du futur, c'est peut-être d'une autre dimension, etc. Donc la problématique qu'on a, elle est là, c'est-à-dire que finalement envisager, alors moi j'ai aucun problème à envisager la vie ailleurs, ça me pose aucun problème, mais ceux qui vous opposent, moi je le vois, j'ai lu là quand on a préparé l'émission, j'ai lu plein de choses, donc voilà, diverses et variées sur tout cela. Je me suis dit, mais finalement, est-ce que ça va pas trop vite? Trop vite. Ça va trop lentement. Oui, non, pour moi, ça va beaucoup trop lentement. J'ai amené par exemple le livre ici, dont la période qui est la plus intéressante, ou une période qui est super importante, c'est le 1942-1954, livre de Jean-Gabriel Grélé, qu'on a reçu plein de 25 fois ici. Toute la genèse, la mise en place du secret, la genèse d'un secret d'État. Donc, ce livre est fantastique parce qu'il s'appuie sur tous les documents appelés donc Majestic Documents, donc les documents du gouvernement américain. Donc, c'est clair, le contact a eu lieu dès 42, même 41 avec un autre crash en 41, au moins côté américain, parce que finalement, il y aurait eu aussi des contacts avant côté allemand. Donc, moi, je ne me pose plus la question. Cette question-là, ça fait longtemps que j'ai répondu par l'affirmative et que maintenant, c'est comment font-ils? Et tous mes travaux étaient plutôt de comprendre la physique. Et c'est là qu'on admet, alors au début, quand on lit des livres, les tout premiers livres que j'ai lus sur cet aspect fédération galactique ou les programmes spatiaux secrets, vous l'avez reçu, c'est Michael Salla, les livres de Michael Salla. On en aura un extrait tout à l'heure. Voilà, et donc, pareil, la première fois, j'ai fait un blocage. Quand j'ai lu ça vers 2016, j'ai fait un blocage parce que c'était trop. En fait, j'étais pas prêt à accepter parce que la marche ou la quantité d'informations extraordinaire, la marche est trop haute. Et donc, toute ma démarche, ça a été de dire, OK, comment on peut admettre ça, ou comment ils ont pu faire, comment ces projets secrets
développés par des sociétés américaines ont pu être faits. Et c'est là qu'on découvre toute la genèse. Et alors, ce qui m'a convaincu, c'est quand même aussi moi mes recherches en physique, ou plutôt ce que j'ai trouvé en physique, toute la physique de Nikola Tesla, qui nous amène à l'antigravité. Donc c'est grâce au fait que j'ai découvert finalement la physique qui explique l'antigravité que j'ai admis, finalement c'était beaucoup plus facile pour moi d'admettre qu'effectivement les programmes spatiaux secrets ont pu être développés dans le plus grand secret. Donc, et ça, en plus, c'est expliqué. Alors là, c'est pas un livre de Michael Salla qui a expliqué ça le premier, c'est ce livre-là de William Tompkins. Donc ce livre-là, c'est un livre qui est fantastique, qui est donc William Tompkins, c'est celui qui a été un élément capital dans le succès du programme Apollo. C'est lui qui a rebâti le programme Apollo qui allait se planter, qui utilisait des méthodes anciennes. Et c'est lui qui est allé expliquer à la NASA, au numéro 1 de la NASA, Carl Debus, et au numéro 2, Wernher von Braun, comment il fallait faire le programme Apollo. Donc ça, c'est en 62. Mais même avant, c'est lui qui a conçu le centre de commandement du NORAD. Donc le NORAD, c'est le centre de commandement de la défense aérospatiale nord-américaine. C'est lui qui a conçu ça. Donc, ce qu'il affirme dans ce livre, c'est extraordinaire, parce que ça nous raconte tout ce qui s'est passé depuis 1942, où un événement qui s'appelle la bataille de Los Angeles, qu'on a évoqué très souvent, a eu des témoins, et donc il nous explique que la genèse de ça, c'est qu'il y avait le président de Douglas Aircraft, en fait Donald Douglas, qui était en réunion à Los Angeles ce jour-là, avec 2 amiraux et 2 généraux, dont le général Curtis LeMay, et qui ont été témoins de cette bataille de Los Angeles. Et bon, après, on a les documents qui disent qu'il y a eu 2 vaisseaux qui ont été abattus, un en mer et un sur terre. Et donc, c'est Donald Douglas. On m'a toujours dit qu'il n'y avait eu aucun vaisseau qui avait été abattu. Ah si, on a les documents. Le document, il est dans le livre de Jean-Gabriel Gallé, du 5 mars 1942. Général Marshall, c'était le commandant des armées, c'est le Chief of Staff. Lettre à Roosevelt, 5 mars 1942. Il y a le document qui dit qu'ils ont récupéré 2 vaisseaux, un en mer et un sur terre. Celui en mer a été récupéré par l'US Navy et celui sur terre a été récupéré par l'US Army. Donc l'armée américaine, les 2 branches de l'armée américaine, depuis fin février 1942, ont au moins un vaisseau chacun et donc travaillent. Du coup, les militaires, quand on lit aussi le livre de colonel Corso, The Day After Roswell, les militaires, ils sont complètement paranoïaques. Ils s'imaginent, voilà, il y a un inconnu, c'est naturellement un ennemi, il faut se défendre. Donc ça, c'est ce que racontait Corso, c'est que et donc les militaires, les connaissant, ils ont réagi tout de suite. C'est qu'est-ce qu'on met en place une fois qu'on sait qu'ils existent. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On ne va pas rester les bras croisés. Donc ça fait 80 ans que les militaires développent dans le plus grand secret des programmes secrets. Alors, bien sûr, je vous invite à lire ce bouquin de Jean-Gabriel Gallé. Vous aurez visiblement la réalité de ces 2 vaisseaux qui sont abattus. Je vais me tourner vers Elena. Elena, je vous ai entendu dire tout à l'heure que finalement, c'était pas assez rapide, que l'information telle que vous la diffusez, elle devrait se propager plus rapidement auprès du plus grand public. Pourquoi, en fait, tout cela revient à cette question, pourquoi ces extraterrestres ne viennent-ils pas alors, en dehors de Eisenhower, on sait qu'il les aurait rencontrés sur une base militaire, qu'il y aurait eu, là encore, la possibilité pour lui de passer un accord, qu'il aurait refusé. C'est ce que l'histoire raconte. On a déjà évoqué tout cela ici. Mais pourquoi ne se montrent-ils pas au grand jour, ces extraterrestres? Au moins, on en aurait le cœur net, absolu, et on saurait qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'il y a une guerre qui se joue là-haut, ou des programmes spatiaux qui ont été menés. Chaque semaine, vous regardez BTLV gratuitement et nous vous en remercions. Mais sachez qu'en vous abonnant, vous soutenez un média libre et indépendant et vous garantissez son existence. En 12 ans, BTLV a su vous apporter des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs, vous proposer des invités exceptionnels, vous offrir une écoute, des échanges et ouvrir une fenêtre sur l'invisible, les ovnis, l'archéologie mystérieuse et la vie après la mort. Pour ces mêmes raisons, BTLV est mis au banc des accusés et on lui refuse toutes les subventions.
Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Que vous choisissiez de vous abonner au site btlv.fr ou de souscrire à notre chaîne YouTube, vous permettez à une équipe passionnée de produire des émissions passionnantes. On compte sur vous. Merci. Il y a une réponse d'hostilité qui serait quelque part difficile à gérer par rapport au public. Mais bon, ces organisations extraterrestres, comme nous avons la preuve à travers beaucoup de documents officiels, ont fait contact depuis les années 40 avec notamment le gouvernement américain. Ça, on a tous les papiers, mais certainement avec d'autres gouvernements. Ça, ce sont les programmes qui sont avec les militaires, les organisations militaires. Bon, en ce qui concerne le contact avec le public, s'il y a un contact avec le public, cela impliquerait que toute la vérité soit révélée. Donc, vérité sur les programmes spatiaux secrets, vérité aussi sur le fait qu'en 1955, le Majestic 12 a signé des documents, des accords avec les gris, le groupe Orion, pour les abductions. Alors, révéler ça au grand jour mettrait ces gouvernements qui sont encore au pouvoir en grande difficulté. Donc, ce ne sont pas vraiment les extraterrestres qui bloquent l'affaire, mais ce sont les gouvernements qui sont en rapport avec eux, qui demandent de ne surtout pas intervenir, parce que révéler toutes ces vérités au sujet de certains accords passés serait dramatique pour certains gouvernements. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que finalement ces programmes sont secrets parce qu'il y a eu un deal entre les extraterrestres et une certaine gouvernance terrienne en contrepartie d'hybridation. On tourne la tête, c'est ça? En tout cas d'abduction, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a eu 2 sets d'accords. En 1954, le président Eisenhower a signé des accords de coopération technologique avec la Fédération Galactique, avec des Nordiques, comme cela est décrit dans des documents. Ceci a démarré les programmes spatiaux en impliquant en premier l'US Navy, le développement de Solar Warden, et William Tompkins en parle très très bien. Ensuite, en 1955, un an plus tard, le Majestic 12, qui est le gouvernement derrière le gouvernement en Amérique, à cette époque tout du moins, a signé des accords avec un groupe de gris et de reptiliens. Ceci est documenté, c'est pas moi qui l'invente. Et cela concerne en fait une collaboration technologique en échange avec des extraterrestres négatifs, en échange d'une permission de faire des abductions. Mais alors là, après, ça a pris des ampleurs terribles parce que la permission concernait à peu près 150 personnes, des prisonniers, mais ça s'est étendu à des millions de personnes par an. Donc, c'est-à-dire que quoi, le gouvernement américain s'est fait dépasser finalement par son accord, et les grilles, ou en tout cas les extraterrestres plutôt belliqueux n'ont pas suivi cet accord, c'est ça, ils l'ont pas respecté? Oui, c'est cela. Et c'est pour cela qu'un an auparavant, en 1954, la Fédération Galactique a contacté en avance le gouvernement américain en disant ce groupe, il est très possible que ce groupe vous contacte, s'il vous plaît, ne signez rien avec eux. Et Eisenhower était tout à fait d'accord. La Fédération Galactique lui a dit voilà, on vous propose un échange technologique. En échange, vous désactivez toutes vos armes nucléaires. Alors, Eisenhower était tout à fait pour ça, puisqu'il avait fait même un discours au niveau de sa volonté de supprimer désactiver les armes nucléaires. Il n'était pas pour la guerre froide. Eisenhower n'était pas du tout pour la guerre froide. Et après, c'est le gouvernement derrière le gouvernement, le MG12 et la CIA. Et Eisenhower, c'est documenté, Eisenhower a furieusement essayé de récupérer ces accords signés par le Majestic 12, et il a pris son armée personnelle, Eisenhower, et il a envahi la zone 51, où ces documents étaient gardés. Et il n'a même pas pu rentrer en tant que chef d'État. Et ça, c'était quand même hallucinant. Chris Esson, vous disiez tout à l'heure que, en fait, on a du mal à faire à monter la marche entre la réalité du phénomène OVNI, qui est actée. Il y a une réalité du phénomène OVNI et ces OVNI possiblement dirigés, en tout cas, comme étant vaisseaux extraterrestres. Mais alors, d'un côté, on a quand même cette défiance
et ce problème, parce que vous dites qu'on n'arrive pas à monter cette marche. Mais à côté de ça, depuis 2017, aux États-Unis, avec la révélation du New York Times, on a des ovnis à tous les points de vue. Il y a encore quelques jours, c'était mercredi, il y a eu une audience publique au Sénat. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que ça fait un pas en avant, deux pas en arrière, ou est-ce que cette divulgation affichée de la part des États-Unis, est-ce que c'est un leurre et est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Alors, donc pour moi, il y a deux niveaux. Il y a, déjà, accepter le fait qu'on soit visité par des races plus intelligentes, mais personnellement, ce qui avait été le plus dur pour moi, c'était d'accepter aussi le fait que, finalement, des sociétés de défense d'aérospatiale américaines aient pu développer des vaisseaux, parce que donc, les lanceurs d'alerte, ou ceux qui ont participé aux programmes spatiaux secrets. Voilà, il y a ce programme qui s'appelle Solar Warden, donc c'est ce que explique aussi tout dans son livre, William Tompkins. Il était à l'origine de ce programme. Donc pour moi, ce qui était compliqué, c'était déjà admettre que des sociétés américaines aient pu collaborer, et c'est toute l'histoire de la collaboration d'un côté entre les Nordiques et l'US Navy, et de l'autre côté, entre les gris et l'US Air Force. C'était il s'est passé, en fait, deux branches totalement indépendantes, et le secret était tellement bien gardé que même au sein de l'armée américaine, de la branche, donc l'US Air Force n'était pas au courant que l'US Navy développait par ailleurs ces vaisseaux, et l'US Navy a pu développer des vaisseaux qui sont beaucoup plus performants. Eux, en gros, ils font voler des sous-marins. Ils sont partis sur des objectifs de mission longue durée, comme ils ont l'habitude de faire en mer, finalement, alors que l'US Air Force, eux, étaient sur des scénarios de mission beaucoup plus courtes, avec des vaisseaux beaucoup plus petits. Donc pas, et pourquoi on les a pas vus? Pourquoi on les voit pas, ces vaisseaux? C'est ultra secret. C'est ultra secret. Alors, on commence à voir... Aujourd'hui, déjà, il y a quelqu'un qui fait popo dans le désert, on le voit avec un téléphone portable. Vous voyez ce que je veux dire? Typiquement, là, les vaisseaux de l'US Navy, ils ne sont pas en orbite autour de la Terre. Ils sont, ce que raconte William Tompkins, c'est des vaisseaux pour aller, finalement, des vaisseaux intergalactiques. Donc c'est incroyable. Son histoire est hallucinante. Parce que... Ça veut dire qu'ils sont si secret et si sophistiqué qu'on voit, parce qu'on voit pas une fusée. J'ai le parrain de mon fils qui était à Kourou, là. Vous voyez, il assistait, parce que son ami d'enfance est le patron de la base. Donc, il a assisté. On voit une grosse fusée et c'est un pétard, c'est-à-dire qu'en fait, quand on allume la mèche, ça fait du bruit. Ces vaisseaux sont si sophistiqués qu'on les voit pas décoller? Attention, un vaisseau à antigravité, l'antigravité, il n'y a pas de moteur, de fusée à poudre, de flammes dans un vaisseau antigravité. Donc, de toute façon, alors, il y aura une ionisation. Il y aura une ionisation de l'air, mais attention, des témoins, il y en a quand même. Le fameux vaisseau, par exemple, TR-3B, c'est plus un vaisseau secret. Il y a quand même pas mal de vidéos qui circulent sur le net, où il est aussi suspecté d'être à l'origine de la vague belge en 90. Donc, il y a quand même des témoins, et même aujourd'hui, dans un certain nombre de témoignages de phénomènes ovnis, donc de visions d'engins non conventionnels, il devient très compliqué de savoir si finalement c'est un engin de construction terrienne avec ses programmes spatiaux ou extraterrestre. Parce que maintenant, donc depuis... Ces programmes se sont mis en place dès les années 50. C'est ça qui est extraordinaire dans ce que raconte William Tompkins, c'est qu'il travaillait sur la définition, la préparation de ces engins, qui, le programme Solar Warden serait donc en place depuis les années 80. Et donc, c'est ce qui est extraordinaire, oui, c'est d'avoir pu maintenir le secret, d'avoir réussi à développer ça, mais c'est tous les fonds, c'est tous les fonds secrets. Par exemple, il y a une anecdote bien connue, c'est Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, le 10 septembre 2001, la veille du 11 septembre, qui était auditionné parce qu'il y a un trou. Il y avait un trou à l'époque de 2300 milliards de dollars dans les finances du Pentagone, 2300 milliards de dollars qui avaient disparu. Et donc, ils n'ont pas disparu pour tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est une réalité parce que ça a été acté, ça a été diffusé. Donc il faut vraiment... Et maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Alors, est-ce qu'on peut, Elena, imaginer qu'il y a
enfin, je dis NASA parce que c'est le logo qu'on a et qu'on connaît, hein, une NASA privée, une NASA secrète qui aurait bénéficié peut-être de ces accords avec ces extraterrestres et qu'on ne connaît pas? Bah, déjà, NASA, c'est déjà à double tranchant parce qu'il y a les informations qu'ils mettent publiques et les informations qu'ils ne mettent pas publiques. Et de cela, on a beaucoup de preuves. Donc, on sait que NASA est très au courant de l'existence de ces programmes secrets, d'organisations extraterrestres. Il y a eu des films faits sur la Lune, de ces vaisseaux et tout ça. Et d'ailleurs, William Tompkins a été présent dans la salle de contrôle quand la mission Apollo 11 a rencontré ces vaisseaux sur la Lune et le feed public a été coupé et William Tompkins a pu faire les dessins. Et ça, c'est disponible. Il y a... je dirais qu'il y a des organisations qui sont tout simplement les programmes spatiaux, mais c'est principalement lié à l'US Navy. Et c'est militaire, en fait, c'est ça. C'est sûr. C'est militaire, c'est militaire. Oui, c'est militaire. Mais moi, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Je ne sais pas qui est-ce qui prendra l'initiative de répondre. C'est comment arrive-t-il à garder le secret? Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que tout est filmé. Il y a des journalistes en herbe partout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent. Sur la toile, il y a des centaines et des centaines d'enquêteurs. Ils vont tous chercher. On se souvient qu'il y avait je me souviens qu'il y avait mon jumeau au niveau des cheveux américain, qui est un ancien sénateur, qui fait une émission aux États-Unis et qui va chercher l'information, etc. Donc, on a eu plein de gens. Comment arrive-t-il, finalement, Chris ou Elena, à garder le secret? Même le président américain, alors ça dépend de quel côté il est, mais même certains présidents américains n'avaient pas accès à ces informations. Trump savait ou pas? Trump, oui, je pense que lui, il est au courant. C'est pour ça qu'il a créé la force spatiale, là? Oui, pour moi, comme il y a ces deux branches, donc US Air Force et US Navy, qui avaient chacun développé des programmes, et comme le raconte Elena, il y a eu cette guerre spatiale, ou cette guerre, au-dessus, entre les races, les grilles et la Fédération Galactique. Les grilles auraient été expulsées récemment, et donc ça a permis de forcer l'US Air Force et l'US Navy à s'associer et finalement à fusionner leurs ressources. Voilà, mais d'autres présidents comme Jimmy Carter, par exemple, lui, il ne pouvait pas, n'avait zéro information. Même, Bill Clinton disait aussi, pareil, Bill Clinton, c'est toute l'histoire de Stephen Greer et du Disclosure Project, où Bill Clinton voulait savoir, et c'était impossible. Même le directeur de la CIA, c'est ce que raconte Stephen Greer. Disclosure Project, il a pu y assister, hein, s'il voulait, parce que c'est après. Mais avant, donc 3 ans avant, eh bien, ou même quelques années avant, Stephen Greer raconte que c'est lui qui a briefé le directeur de la CIA. Parce que c'était un directeur de la CIA côté Bill Clinton qui n'était pas dans le need to know. En fait, le need to know, c'est est-ce que vous avez besoin de savoir. Et donc, le directeur de la CIA n'avait pas le need to know pour savoir. C'est quand même incroyable. Donc le secret, et ce que raconte aussi Jean-Gabriel Grélé, là il y a les documents qui expliquent toute la mise en place du programme de désinformation. Il faut tout faire pour désinformer. Donc c'est comme ça que le secret est maintenu. C'est très bien expliqué dans le livre, parce qu'il y a les documents, un document de 54 qui explique c'est la mise en place du secret. Et alors, que risque finalement, vous qui êtes au cœur du problème, tous les gens comme Avi Loeb, Dr Kirkpatrick, la sénatrice Gilly Brandt, qui essaient d'avoir des informations et de développer et de sortir des fonds, d'avoir des fonds pour pouvoir... Qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens-là, Elena? Donc, ce qu'ils veulent qu'on parle? Déjà, il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup d'attaques, des attaques physiques, des menaces de mort, des menaces d'intimidation, beaucoup d'assassinations de caractère. Pour la divulgation, en fait, il y a deux choses. Il y a les gens. Il faut regarder les vidéos que les gens mettent sur Internet. Il y a énormément de gens qui filment des ovnis, qui soient des programmes spatiaux, des engins faits sur Terre ou des engins venant d'autres mondes, peu importe. Ils filment des choses et ces choses-là sont balancées sur Internet de partout. Mais le truc, c'est que
les gouvernements bloquent l'information. Et les gouvernements n'ont pas intérêt à ce que cela sorte, puisque on mettrait le doigt sur quelque chose de très douloureux pour les gouvernements, de très scandaleux. Et il y a beaucoup, alors toutes les organisations officielles, là on va retourner même au projet Blue Book, qui était un projet qui a été co-créé par le Majestic 12 et la CIA pour bloquer justement l'information, recueillir les témoignages et des gens et bloquer, essayer de prouver que ces gens étaient fous. Et cela continue parce que quand vous regardez les gens qui amènent vraiment des preuves, ils sont assassinés. On ne veut pas des preuves. C'est assez clair ce qui se passe en ce moment. Bon, concernant le Blue Book, Hynek lui-même, qui travaillait dessus, et à la fin de sa vie, était quand même convaincu qu'il y avait un sujet. Donc, même si au départ, il avait été mandaté pour décrédibiliser tous les témoins, on a fait de nombreuses émissions ici, notamment avec Egon Kragel, qui est un historien de l'ufologie. Effectivement, il y a des choses, il y a des gens qu'on a voulu faire passer pour des fous, ou des gens, ou des histoires qu'on a voulu faire passer pour des balivernes qui étaient plutôt visiblement, qui avaient des éléments tangibles. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que ça ne gêne pas que les gouvernements. Ça gêne en fait aussi les scientifiques, parce que là, pour moi, ou ce que j'ai démontré, c'est que toute la science, en fait, les hypothèses d'Einstein sont fausses, et en fait, Tesla avait raison. Donc toute notre culture depuis le XXe siècle, culture scientifique, finalement, on n'a pas compris finalement, le fondement même de l'univers. Donc bon, c'est quand même très gênant. Ça remet en cause aussi les bases de la relativité générale, la physique quantique. Donc toutes les sciences sont à revoir. Bon. Pareil, les religions, il y a un impact phénoménal sur les religions, parce qu'il faut réécrire finalement toute l'histoire de l'humanité. Et en fait, ça j'ai jamais compris, Chris. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs dieux, peut-être. Et s'il y a un dieu, il peut peut-être avoir créé les humains, les extraterrestres, les vénusiens, les grands blonds, les petits gris. Enfin, voilà. Oui, mais donc, dans la Bible, on parle beaucoup d'extraterrestres quand même dans la Bible. Ah oui, exactement. Et donc, c'est ce qu'on appelle des dieux. Ce sont des civilisations qui étaient plus avancées, mais qui ne sont pas des dieux, donc qui étaient plus avancées. Donc il faut juste resituer les choses dans leur contexte. C'est pour ça que vous pensez qu'on a mis des ailes aux anges, parce qu'en fait, c'était des gens qui venaient du ciel, peut-être? Alors bon, là-dessus, moi, je suis pas spécialement branché religion. Mais c'est vrai que quand on regarde dans une église, tout le monde vient du ciel. Donc on se dit, tiens, c'est assez bizarre, ils descendent tous du ciel, ils ont des ailes, etc. Et je me souviens ici avoir reçu Mauro Biglino, qui a traduit pas mal d'Ancien Testament pour le compte du Vatican, qui me disait qu'effectivement, il était arrivé à la conclusion qu'on parlait plus d'extraterrestres dans les Anciens Testaments que de saints et de guides, etc. Quand on entend ce que dit Michael Salla, alors là, ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'on se dit que les nazis étaient sur le coup, que tout le monde a été sur le coup, que nous, on est complètement à la ramasse. C'est-à-dire qu'en fait, nous, pauvres humains et petits peuples, on n'est rien du tout, finalement. C'est ça qu'on on nous a caché l'ampleur du mensonge, je dirais, ou de la désinformation. Oui, c'est extraordinaire, parce qu'il y a quand même des documents de la CIA de 1953, un document moi, que j'ai publié aussi sur ma chaîne YouTube. Et bien, ce document de la CIA dit que les nazis testaient des soucoupes en 1945. Donc là, c'est un document de la CIA. Oui, mais ça c'est connu. Moi, j'ai fait une émission avec... ici, on a les vidéos, on a des photos, on a des choses. Après, ça volait pas forcément très bien. Donc, voilà. Oui, mais alors, il ne faut pas oublier quand même un événement très, très important qui est arrivé en janvier-février 1947, l'opération High Jump, en Antarctique, où là, c'est l'armada... Vous parlez de Byrd, c'est ça? Oui, l'amiral Byrd, donc avec l'expédition en Antarctique, où là, il y a des faits historiques, parce qu'il y a quand même des articles de journaux avant l'expédition et après l'expédition. On ne sait pas ce qu'il a trouvé. Ils sont revenus au bout de 2 mois parce qu'ils se sont fait détruire. Et donc ça, c'est le journal El Mercurio, quand il s'est arrêté au Chili, il a dit, les États-Unis, leur prochaine guerre seront contre des engins qui sont capables d'aller d'un pôle à l'autre très très rapidement. Donc c'est ce que dit l'interview de l'amiral Byrd quand il est revenu en mars 1947. Donc il s'est passé des choses. Donc il y a un documentaire aussi russe là-dessus qui explique cette expédition qui a très très mal tourné.
Elena, pourquoi c'est toujours les États-Unis? On a la sensation que l'oncle Sam phagocyte tout l'intérêt de la sphère ufologique et extraterrestre, bien qu'aujourd'hui, on ait quand même les Chinois qui commencent à se faire une guerre spatiale avec les Américains, les Indiens aussi. Voilà, il commence à y avoir une course. Alors, et là aussi, hein, c'est assez marrant parce qu'il y a une course de façade. Si je vous écoute, il y a une course de façade parce que finalement, on nous dit « ouais, on va essayer de retourner sur la Lune, etc. » Et vous nous annoncez que finalement, ils vont bien beaucoup plus loin, ils vont dans l'espace. Donc, est-ce que cette course de façade, donc elle est pour, encore une fois, noyer le poisson? Et quand je... Enfin, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, j'ai essayé de les noter parce qu'après, je vous dirai, mais c'est-à-dire que si tout cela est une réalité, comment vous arrivez à faire... Par exemple, en ce moment, il y a la guerre, les Américains en veulent aux Russes, comment les Russes ne divulguent pas une information? Parce que j'imagine qu'ils sont aussi au courant, j'imagine que les Chinois sont au courant, que les grandes puissances, que même la France est au courant. Oui. Et comment on arrive? Il y a un cover-up mondial? Oui, ben disons que... Il n'y a pas seulement les États-Unis qui ont été contactés par des organisations extraterrestres, bonnes ou mauvaises, il y a aussi d'autres pays, la Russie, la France notamment, d'autres pays, mais bon, ils sont un peu plus discrets. Aux États-Unis, il y a eu énormément de volonté tellement de volonté pour cacher la honte d'avoir signé ces accords avec le groupe Orion qu'ils en ont un peu trop fait, quoi. Et c'est comme ça qu'on a tous ces documents qui sortent. Mais alors, il y a ces programmes spatiaux qui sont cachés, secrets, on va dire. Et il y a une autre chose qui fait partie en quelque sorte de la divulgation à un niveau, comment dire, ils essaient de rattraper le coup en fait. C'est la création des accords Artemis. Alors les accords Artemis, c'est la coalition de plusieurs programmes spatiaux officiels, pas secrets, officiels, internationaux, pour créer, comme on va dire, une future Starfleet, pour ceux qui regardent ce genre de show. Oui, c'est une coalition d'une force spatiale, et Artemis, donc là, c'est officiel, on a tous les documents, bien sûr. Non, il n'y a pas que les États-Unis, bien sûr, c'est ça. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, Chris ou Elena, qu'il y a des militaires terriens, humains, aujourd'hui, qui sont dans l'espace à des années-lumière, ou en tout cas sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, grâce à cette technologie, et qu'ils travaillent en collaboration avec des extraterrestres? Elena? Ah ben, il y a déjà quelqu'un qui a mis son doigt là-dessus, c'est Gary McKinnon, ce hacker fameux écossais, là, qui a hacké dans les programmes de la NASA, dans les logiciels de la NASA, et qui a découvert qu'il y avait une liste avec des officiers non terrestres. Alors on peut dire officiers non terrestres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire officiers extraterrestres ou officiers terrestres dans l'espace. Et dans ces documents, il y avait les photos et les preuves du programme Solar Warden, de la flotte des programmes spatiaux de l'US Navy. Et à ce moment-là, NASA a repris la main sur ce qu'il faisait et il a été arrêté. Mais ça a été un grande révélation quand même. Bon, il y a aussi d'autres preuves, mais bon, par mes contacts aussi, j'ai la confirmation qu'il y a tous ces programmes spatiaux vont sur d'autres planètes. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination du visiteur. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe.
l'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même deux choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas, et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Qui va en tirer les marrons du feu, Chris Esson, de cette guerre? Est-ce que de ces programmes spatiaux secrets? D'abord, quel est le but de ces programmes spatiaux secrets? Parce que effectivement, aller dans l'espace, c'est bien. Il fait froid, c'est pas terrible. On risque d'avoir des rayons qui nous pourrissent la vie. Quels sont les avantages finalement? Alors les avantages, ce qu'explique William Tompkins dans son livre, donc Selected by Extraterrestrials, c'est un peu aussi ce que racontait Colonel Corso. C'est ils ont découvert dès les années 50 ou pas. En fait, lui participait à un programme d'espionnage dès les années 40 en Allemagne, où ils ont découvert que les Allemands collaboraient avec des grilles des reptiliens. Et donc, ils ont découvert que finalement, ces grilles, ces reptiliens s'étaient infiltrés sur Terre. Et ces programmes spatiaux secrets côté US Navy étaient faits pour développer une force de défense. Donc, à l'origine, côté US Navy, ça a été ça. C'est déjà été comment se défendre face à cette infiltration par ces reptiliens qui s'étaient associés donc, aux nazis et qui avaient des bases en Antarctique. Donc ça, c'était la genèse des programmes spatiaux, eh bien, côté US Navy, de se défendre. Bon, ça n'a pas permis aux Allemands de gagner, et tant mieux. Non, donc on parlerait tous allemands, donc voilà. Mais ils ont quand même réussi à prendre la main, finalement, parce que tous les États-Unis, après avec l'opération Paperclip, ont importé 1500, 1400 nazis qui étaient aux postes les plus importants, finalement, de la technique américaine. Et donc, l'histoire officielle retient que l'Allemagne a perdu, mais en pratique, il y a finalement une cabale, où il y a finalement des forces occultes qui dirigent la Terre quand même. Et on peut se poser des questions. Alors, Elena Danaan, une question qui revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur finalement l'avancée de ces programmes et le fait que les grilles ne sont pas très bons et n'ont pas respecté non plus les accords et ont hybridé ou en tout cas abducté plus de 150 personnes, mais même bien plus, puisque vous dites que c'était des milliers et des milliers. Donc, est-ce qu'on doit se préparer au pire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ces grilles ont été évacuées de ces systèmes solaires. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plein d'informations qui commencent à sortir là-dessus. Non. Alors là, il y a bien sûr, maintenant il y a le scénario de l'invasion extraterrestre ou Alien Invasion, comme ils disent, aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui a été préparé. Et Werner von Braun, qui était l'ancien directeur de la NASA, qui était un nazi, on continue le sujet, avait déjà annoncé à l'époque que le dernier ressort de l'organisation de l'ombre dont il faisait partie serait l'invasion extraterrestre, la menace. Pourquoi faire? Pour réunir des fonds et pour terroriser tout le monde, pour se réunir sous un gouvernement central mondial. Non, moi je pense pas que cela va se passer, absolument pas. Quand je vous entends dire invasion extraterrestre, moi je prends peur. Je me dis ça y est, ils vont être là, on va tous. Voilà, c'est ça. Mais non, n'inquiétez pas. Donc on risque d'avoir des extraterrestres plutôt sympas, en tout cas. Ou alors, si je pousse le raisonnement un peu plus loin et le vôtre notamment, donc il y a les bons et les mauvais, c'est un peu comme chez les inconnus, il y avait les bons et le mauvais chasseur. Est-ce que finalement, on est protégé? Vous dites qu'il y a une confédération galactique qui protège la Terre, et d'ailleurs pour quelle raison? Déjà, il y a des preuves comme quoi nous sommes protégés. Toutes les
tous les documents qui témoignent d'intervention d'OVNI pour désactiver des installations nucléaires, notamment. Ça, c'est quand même extraordinaire. Chris Esson a fait une vidéo extraordinaire sur la fusée SpaceX qui a été détruite par un OVNI. Il a tout calculé. C'est quand même incroyable. Vous l'aviez mentionné ici, hein, ce sujet. Ouais. Oui, on a des preuves comme ça qui sont extraordinaires. Pourquoi nous protègent-ils? Quand vous voyez, vous êtes une civilisation un peu avancée, vous pouvez voyager dans l'espace, et vous voyez une planète où ils arrivent pas trop bien à se débrouiller, ils sont sur le point de se faire sauter plusieurs fois, vous allez quand même, par derrière les scènes, essayer quand même de les diriger un petit peu pour qu'ils s'autodétruisent pas, juste par devoir. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui les motive. Chris, est-ce que on est débarrassé complètement des grilles parce que visiblement on les a un peu écartés, c'est ce que vient de dire Elena, mais pourtant quand on a des témoignages de gens qui disent j'ai vu un extraterrestre dans ma chambre, j'ai été abducté, c'est souvent reptilien, c'est souvent gris, ça ressemble plutôt à ce que la culture cinématographique nous a montré, c'est-à-dire que on est loin de Cameron Diaz, vous voyez ce que je veux dire. On est souvent plutôt vers la menthe religieuse. Parce que moi, Cameron Diaz, je veux bien être abducté, vous voyez, ou Charlize Theron, il n'y a aucun problème. Donc, Alors bon, la spécialiste là-dessus, c'est Elena. Donc moi, j'étudie les aspects scientifiques. Et donc, je vais plutôt laisser Elena la parole sur cet aspect-là. Donc Elena, ils sont partis, mais pourquoi les gens les voient alors encore? Oui, alors il y a un truc, c'est que les gouvernements secrets aussi ont des hybrides. Donc il y a des abductions qui peuvent continuer, mais faites par des humains. Les gens sont amenés sous terre, dans des bases souterraines. Ça, c'est un truc qui est. Il y a beaucoup d'abductés qui ont témoigné d'être emmenés dans des bases souterraines en voyant des militaires terriens avec des uniformes terriens. Et ça veut dire que nous, on est capable d'hybrider, en fait, on fait nous-mêmes des hybridations, en tout cas certains terriens, donc, qui sont dans des sphères très hautes, font des hybridations humains extraterrestres sur la planète Terre. En fait, ça, c'est une technologie extraterrestre qui a été amenée sur Terre par les régressifs, comme on dit, hein, les reptiliens, les gris. Ils font très bien ça, ils font ça très très bien. L'avantage d'un hybride, c'est qu'il peut vivre dans plusieurs environnements et il peut avoir des facultés et extraterrestres et humaines qui sont très pratiques. C'est quoi? C'est l'armée de demain? On prépare l'armée de demain avec ces gens? Ouais. Ils voulaient, oui, c'était leur but. C'était leur but exactement, de remplacer l'humanité avec leurs hybrides. Vous savez, c'est quand on ne peut pas attaquer une nation par la force, parce qu'on serait arrêté tout de suite, on briserait les lois. Alors on va essayer de faire une invasion par le ventre, comme on dit. Je ne sais pas l'expression exacte, vous voyez, une invasion par la hybridisation et la reproduction. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais bon, heureusement, tout ceci s'arrête. On va revenir sur des questions techniques, Chris Esson, puisque c'est plutôt votre partie. On est toujours là à dire on ne peut pas sortir du port, c'est-à-dire on ne peut pas aller plus loin que la Lune, bien qu'on ait déjà du mal à y retourner. On annonce Mars dans les 5 ans qui viennent. On a un Elon Musk qui s'agite dans tous les sens en disant on va pouvoir y vivre, ça va être fantastique, etc. Vous qui travaillez plutôt sur la technique, vous dites quoi? Tout ça, c'est bullshit. On a bien, depuis longtemps, dépassé la capacité de la vitesse de la lumière, etc. Alors là, je vais m'appuyer sur le directeur de la branche Black Project de Lockheed Martin, qui est le numéro 1 de la défense aux États-Unis. Donc là, c'est la déclaration de l'ex-directeur qui est décédé en 1995, donc peu de temps avant son décès. Il s'appelle Ben Rich. Et il faisait, donc à la fin de sa vie, il disait... Nous avons dans le désert des engins qui sont 50 ans au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer, nous savons le faire. Nous savons ramener E.T. à la maison. Donc ça, c'est le directeur des Black Programs de chez Lockheed Martin qui disait ça. Ça, il le disait. Donc, il l'a même dit en 1993. Il l'a redit à un journaliste avant de mourir, quelques jours avant de mourir. Donc, c'est confirmé. Donc, c'est tout ce que les programmes que mettait en place William Tompkins donc dès les années 50, dans les années 90,
Ben Rich a confirmé que c'était la réalité. Nous avons les moyens de ramener E.T. à la maison. Pourquoi tous ces gens, finalement, ne parlent-ils pas quand ils sont en poste? Enfin, si c'est si fort que ça, si c'est si vrai que ça, comment on n'a pas réussi à avoir quelqu'un qui a pris le lead en disant on nous ment, on nous cache? Est-ce que c'est la peur des Men in Black, comme disait tout à l'heure Michael Sala? Est-ce qu'on les assassine peut-être, on les fait disparaître, ou on les décrédibilise, comme disait Elena tout à l'heure? C'est ça? Oui, même Obama avait été interviewé par un journaliste là-dessus, et il avait sa réponse. C'était dans une émission humoristique, oui, c'était un talk show humoristique. Sur le ton humoristique, il a répondu ils ne me le permettront pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc même le président des États-Unis ne pouvait pas. Et Trump, quand il a fait son discours d'investiture, il disait je veux débloquer les technologies, etc. Il voulait, il n'a pas eu l'occasion de le faire, mais il avait la volonté de le faire. Moi, je trouve ça vraiment dingue, ce que vous me dites là, parce que je me dis, mais c'est-à-dire qu'en fait, on a la sensation, quand je vous écoute, que tout est de façade. C'est-à-dire que l'information est de façade. On nous a envoyé des satellites, on a Elon Musk, on voit Starlink, on a une NASA qui nous dit, voilà, on va renvoyer dans 3 ans des gens sur la Terre. On nous a montré, on a fait un article sur btlv.fr, d'ailleurs, sur la nouvelle combinaison qui allait permettre d'être plus à l'aise sur la Lune. Et donc, tout ça, vous me dites, vous, que tout ça, c'est que de la façade. Ben oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a eu la mise en place, mais c'est ce qui est expliqué dans le livre de Jean-Gabriel Gallet. Il y a le document qui explique tout ça. Maîtriser la presse, en fait, c'est parce que tous les médias, grands médias, je dirais, sont sous contrôle finalement de forces occultes qui interdisent. Il y a des sujets. Il y a eu Snowden quand même qui a parlé. Oui, mais il y en a quelques-uns, mais ils ont des gros problèmes. Et donc les médias traditionnels cherchent toujours à tourner en ridicule le sujet. Alors qu'est-ce que vous dites, Elena, à tous ceux qui vous attaquent? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vous traite de folle, n'importe quoi, on est non, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, je le dis parce que je l'ai lu, donc voilà, donc, mais est-ce que vous arrivez à le comprendre déjà? Parce qu'il y a aussi le fait qu'on vous attaque, mais est-ce que vous pouvez le comprendre? Parce que c'est vrai que là, moi, je sors d'ici, je vais dans un dîner ce soir et je dis ce que vous m'avez dit, on me dit, bon, écoute, arrête, Bob, prends tes cachets, et puis voilà, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous arrivez à comprendre que finalement, peut-être par la peur, on se dit c'est n'importe quoi, c'est du bullshit, je veux pas l'entendre, elle est totalement barrée? Bon, déjà, je ne fais pas attention, mais oui, c'est très compréhensible. Vous savez, il y a 2 choses qui entrent en compte. Il y a la peur de l'inconnu. Quand quelqu'un vous présente une information qui va bouleverser toutes les fondations de votre quotidien, tout ce dont vous avez été inculqué, c'est perturbant, ça fait peur. Ça fait peur. L'inconnu fait toujours peur. Donc je comprends et j'ai aucun problème avec ça. Vous savez, depuis que j'ai décidé de devenir public avec mes expériences d'abduction, je savais bien sûr qu'il y aurait eu des résistances. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi le contrôle par derrière, la manipulation, le conditionnement de certaines organisations qui ont vraiment préparé des gens à essayer de bloquer les gens comme moi qui apportent des évidences. Mais je comprends, mais je suis au courant de tout cela. Et vous savez, bon, je ne fais pas attention. Donc, mais c'est OK d'avoir peur. C'est un système de défense instinctif et naturel. Je trouve que... Et est-ce que vous acceptez le débat? C'est-à-dire qu'est-ce que si demain on organise un débat avec des gens qui vont vous dire le contraire, est-ce que vous l'acceptez ou est-ce que chacun est dans son camp? Moi, ce que je trouve hallucinant quand même dans cette ufologie, avec ceux qui sont de votre côté, ceux qui sont encore très, il y en a qui sont tous les boulons, il y en a qui sont plutôt conscients, etc. J'ai jamais réussi à monter un débat parce qu'en fait tout le monde reste planté sur ses positions. Lui dit ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Est-ce que par exemple, si on vous propose un débat, vous accepteriez un débat? Moi, j'ai pas de problème à faire un débat. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir que surtout, là, on a plein de preuves, en fait, surtout. Oui, c'est ça. Apportez vos postes, que c'est ce qu'on va vous demander. Donc, c'est ça qui est quand même surprenant. Alors, que des gens qui n'y connaissent rien, disent, bah non, j'y crois pas, etc. Ouais. Mais quelqu'un qui se dit ufologue
et qui doit enquêter, etc. Et donc tous ces documents, mais qu'est-ce qu'il reproche aux documents? Parce que moi, c'est un travail de recherche, donc moi, j'invente rien. Je m'appuie sur des documents qui sont les plus crédibles qu'on peut trouver, donc les documents, Majestic Document, par exemple. Donc ce sont des enquêtes, même Michael Salin, c'est hyper documenté, c'est sourcé, c'est vraiment des enquêtes ultra minutieuses. Là, ce que raconte William Tompkins, c'est le gars qui a fait le programme Apollo, le centre de commandement du NORAD. Ce sont des gens hyper sérieux. Et donc, pourquoi des gens qui se disent ufologues refusent d'étudier ces documents quels sont leurs arguments pour dire non, c'est n'importe quoi. Donc, moi, parce que y a souvent scientifiques m'aident à accepter, parce que j'ai trouvé des explications scientifiques qui permettent d'accepter ces histoires extraordinaires. Parce que, à propos de documents, et pourquoi? Parce que je me souviens que quand Haïm Eshed a sorti, qui était général, je crois, israélien, c'est ça, je crois qu'il avait le grade de général, quand il a sorti son bouquin, tout le monde est allé dessus. C'est-à-dire que la presse mainstream est allée dessus en disant, voilà, sauf qu'après on a appris qu'il vendait un bouquin, etc. Donc c'est toujours ce côté... il y a toujours quelque chose derrière. C'est ça qui décrédibilise. Et c'est pour ça que je dis, c'est bizarre que c'est toujours à la fin d'une carrière que le mec se dit, je vais écrire, je vais dire ce qui se passe. Pourquoi Snowden, il s'est fait débarquer alors qu'il était en poste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des courages quand même. Il y a des gens qui ont... Et là, sur ce dossier-là, alors soit ils ont été tués et on ne peut pas le savoir, mais c'est bizarre qu'il n'y ait personne qui dise bon, et quand on le dit, on s'aperçoit que derrière, il est en promo à Haïm Eshed, il vendait son bouquin quand même, Chris. Alors moi, je ne vends rien. Ça c'est sûr. Ma chaîne est entièrement gratuite. Oui, sur bien sûr. Tout ce que je dis, toutes les conférences que je donne, moi, c'est, je n'ai pas de bouquin, mais tout s'appuie sur l'étude de la physique et expliquer ces phénomènes physiques pour apporter justement des éléments tangibles. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comprendre, c'est pas croire, c'est comprendre. C'est ça qui est important. Salah disait, les Men in Black, ils sont là, en tout cas, ça existe. Elena, vous en avez aussi, vous, la certitude? Est-ce qu'il y a des hommes dans l'ombre? Alors après, ils sont plus très discrets, parce que le costume noir, la cravate noire, etc. Donc en fait, on les a bien pistés maintenant. Alors soit ils sont vendeurs chez Darty, soit ils sont Men in Black. Mais quoi qu'il en soit... ils ont une réalité, ces Men in Black? Oui, et vous savez, ce qu'on appelle les Men in Black, qui étaient appelés au départ les Men in Black, il faut savoir que maintenant, ils ne portent plus les costumes noirs, le chapeau et les lunettes, ils sont infiltrés partout. Donc, il y a ça à savoir. Je n'ai jamais eu de contact avec des personnages comme ça, portant ce genre de costume. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas essayé de me discréditer, de m'intimider d'une autre manière. Mais je connais des témoins, des gens qui ont eu affaire à ces Men in Black, notamment Jean-Charles Moyen, qui amène des preuves extraordinaires. Chris et Son a même étudié des faits scientifiques. Jean-Charles Moyen s'est fait tirer dessus parce que il faisait partie d'un programme secret Solar Warden, ils ne voulaient pas qu'il parle et ils lui ont tiré dessus. Et le rayon d'énergie a frappé une barre métallique. Et Chris Esson est allé faire une analyse de cette barre métallique et lui peut en parler et c'est quand même extraordinaire. Il y a des témoignages comme ça, des gens qui se sont fait attaquer, oui, mais les Men in Black sont une réalité. Chris, vous avez aussi, vous, la réalité du Men in Black? Alors bon, ça c'est pas un sujet que je maîtrise, les Men in Black. Effectivement, comme dit Elena, il y a une anecdote où Jean-Charles Moyen, lui, a été attaqué. J'ai fait cette mais c'est son témoignage, ça. Vous l'avez fait l'analyse? Moi, je suis allé chez ses parents, donc en région parisienne, où avait eu lieu cette attaque. Et c'est dans son dernier film, Révélation Starship 2, où j'estime la puissance de l'arme, qui était une arme type laser, mais ce que raconte Jean-Charles, c'est qu'il y avait eu un impact, en fait, et un laser ne donne pas d'impact. On avait estimé la puissance, j'ai estimé la puissance de l'arme à plus que 25 kW, et là, c'était il y a 30 ans. D'accord. C'était une arme non conventionnelle. D'accord. Donc, pour vous, cette attaque est réelle.
Il y a eu quelque chose, en fait, c'est ça. D'accord. J'ai quelques... On arrive bien sûr au terme de cet entretien. Elena, je voudrais avoir votre point de vue sur un rétro-planning. Est-ce qu'il y a un rétro-planning? Est-ce qu'il y a un programme, finalement, de la part des bons comme des mauvais? Parce que cette confédération galactique, bon, elle voit qu'on joue avec le feu, avec le nucléaire. Va falloir qu'elle fasse attention, parce que là, visiblement, beaucoup de gouvernements prônent à nouveau le nucléaire parce que c'est une énergie propre. Ce qui n'est pas propre, c'est les déchets, comment on fait, comment on gère, et si jamais il y a un souci. Donc il y a des gouvernements, et notamment la France, qui va développer ces centrales nucléaires. Donc c'est quoi le rétro-planning? Ils vont essayer de nous faire entendre raison? Ils vont faire quoi? C'est gentil? Et est-ce que ces méchants sont toujours là, tapis dans l'ombre? Alors les méchants extraterrestres ne sont plus tapis dans l'ombre. Ce qui est tapis dans l'ombre, ce sont les méchants humains, là, les gouvernements de l'ombre et ceux qui continuent à manipuler l'information. Le but de ces organisations positives, c'est de nous intégrer dans leur protection, de nous guider de sorte à ce que nous soyons capables de nous débarrasser de nos dirigeants de l'ombre, de reprendre notre souveraineté et ensuite de nous offrir leur protection. Ça, c'est... Et est-ce que, je vous coupe parce que là, je vous entends dire gouvernement dans l'ombre, etc. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, Macron, est-ce que Biden, est-ce que Xi Jinping, est-ce que Poutine, tous ces gens-là sont au courant de ça et savent que ce sont finalement... Parce que quand je vous entends, ce sont des marionnettes, alors. Alors, je ne suis pas très douée en politique. Je ne saurais pas vous dire exactement qui est qui ou qui fait quoi. Mais ce dont je suis sûre, c'est que tous les gouvernements de la planète sont au courant de ces accords avec des extraterrestres. C'est ce que je dirais. Bon. Chris, le mot de la fin peut-être sur ces programmes spatiaux, vous qui analysez la technologie, donc on va plus vite que la lumière. Est-ce qu'on a réussi est-ce que là, par exemple, comment dire, vous savez, quand on se dématérialise, qu'on se matérialise, est-ce que ça existe tout ça? Est-ce qu'eux ils ont trouvé tous ces moyens-là? Parce que les distances sont longues quand même, elles sont importantes. Est-ce qu'ils se bougent comme ça? Alors c'est ce que disait Benrich déjà, que tous les points de l'espace sont connectés. Et il y a même des histoires ou des témoignages de quelqu'un qui s'appelle Otis Carr, qui avait développé dans les années 1960 donc, un engin dans son labo qui, selon un témoignage de son pilote, s'était téléporté à quelques kilomètres. Et il y a même des personnes aussi, donc Jean-Charles Moyen affirme avoir la capacité de se téléporter, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'il y a des témoignages. L'affirmation de Jean-Charles Moyen qui veut se téléporter, moi je veux le voir. Je veux qu'il se déporte de là à là, parce que le témoignage, le problème c'est qu'il est compliqué. Donc dans les livres, donc là j'ai vu dans un livre de Didier von Kovelert, Au-delà de l'impossible, eh bien il raconte qu'il y a une sœur, sœur Yvonne Aimée de Malétroit, donc pendant la guerre, et se téléportait aussi. Il faisait des bilocations. Comme la bilocation du Padre Pio, en fait, voilà, c'est ça. Donc là, c'est similaire. Donc il faut accepter. Alors c'est encore des phénomènes physiques, comme le disait Benrich, tout est connecté. Donc là, il y a toute une physique. De toute façon, toute notre physique est à réétudier, à repenser. Écoutez, en tout cas, ça a été une sacrée émission que vous nous avez proposée là, Elena et Chris, parce que effectivement, je pense que ça va faire parler dans les chaumières, donc ça c'est évident. Donc je retiens l'idée du débat, parce que si vous voulez, parce que moi je serais assez d'avis, franchement, de pouvoir, parce que moi je suis un peu entre le glaive et la balance. Vous voyez, à chaque fois on me dit non, t'as pas le droit d'inviter celui, t'as pas le droit d'inviter celle-là. Donc moi je dis j'invite qui je veux et j'écoute. Maintenant, si vous acceptez qu'on fasse un débat, ça serait génial, parce qu'en fait chacun apporte ses arguments. Je rappelle de toute façon qu'il y a ces rencontres galactiques les 21 et 22 juillet. De toute façon c'est plein, c'est ça, je crois que j'ai appris. C'est full. Donc voilà. En quelques heures. Bon, écoutez, en tout cas, Elena, mille merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur BTLV. On vous souhaite un bel été, si jamais il y en a en Irlande, parce que déjà qu'en France, c'est assez bizarre, mais alors en Irlande, je vous dis même pas. Il fait beau en Irlande?
Hein? Exceptionnellement aujourd'hui. Bon, vous avez de la chance. On est heureux quand l'été tombe un week-end, comme on dit ici. C'est ça, très bien. Merci Chris d'avoir été avec nous également. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Il y a bon nombre d'émissions sur l'ufologie avec des partis pris, avec des sons de cloche différents. Et il était normal de toute façon que moi, en tant que médiateur, puisque c'est un peu comme ça que je me situe, je puisse vous donner toutes les informations. Salut.